Bonsoir à tous, zappeurs, zappettes, addicts, ex-addicts, entourage, etc. J'ai le grand plaisir de me trouver aujourd'hui avec Alain et Lilian. Vous pourrez donner vos noms de famille après si vous avez envie. L'idée, vous savez, de la chaîne, c'est vraiment de poursuivre dans la quête un petit peu d'un équilibre de vie, du bonheur, d'un bien-être. Et pour ça, nous qui avons été addicts, eh bien, on a besoin de personnes inspirantes. Et là, c'est tout à fait le cas avec ces deux personnes que j'ai l'honneur de rencontrer. Je voudrais savoir, bonjour d'abord. Bonjour. Alain, bonjour. Oui, Bonjour Lilian, oui, je ne suis pas une pro. Hein. En fait, pourquoi vous êtes dirigé vers ce domaine des addictions? déjà parce on est concerné à titre personnel. Moi j'ai passé 15 ans à me défoncer avec tout ce qui passait, enfin, sauf des trucs qui n'existaient pas à l'époque parce que du coup j'ai pas pu goûter. Mais comme je fais partie des gens qui sont pas foutus de faire les trucs modérément, il y a eu un moment où je me suis dit bon bah j'ai pas le choix, les trucs qui me gênent le plus et qui m'empêchent le plus de vivre, pas question de les modérer, il faut que je les arrête complètement. Je suis passé dans le clan de ce qu'il est convenu d'appeler des abstinents. Et ça, c'était il y a une trentaine d'années, quoi. À ceci près que, bah, une fois qu'on a accroché cette histoire-là, la question c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon abstinence? Parce que moi je veux bien ne pas boire, je veux bien ne pas fumer, ne pas me défoncer, mais pourquoi foutre, quoi? Donc à partir de là, comme on avait des outils qui étaient nos outils de vie, hein, on avait le théâtre qui était à disposition, on avait l'enseignement, moi à l'époque, on avait nos études qui pouvaient servir aussi. Bah, on a chacun, je crois, mis un petit peu on s'est impliqué à notre manière dans les choses. Moi, en partant plutôt vers la reprise d'études du côté de la dictologie, parce que ça m'intéressait juste de comprendre ce qui m'était arrivé. C'était pas trop dur au début de repartir? Ah si, mais c'était fait pour, puisque je suis excessif dans le boulot aussi. Donc, Ah oui. non, je m'étais dit, je vais aller dans un endroit où je comprends que dalle. La médecine, c'était bien, j'ai rien compris. Hein. Mais bon, j'ai mis plus de temps que les autres. Mais je les ai repassés, les diplômes. En psycho, j'en avais déjà, donc j'ai continué là-dessus. Et puis le théâtre, bah, c'est peut-être toi qui peux le prendre parce à ce niveau-là, parce que le théâtre, c'était une évidence, c'était une pratique qu'on avait, sauf que c'est une pratique d'une puissance pas possible. Déjà, moi, pour moi, parce que je peux me permettre de jouer mes émotions, je peux me permettre d'être 100% moi sur un plateau. Donc, quand on nous dit qu'on joue, pour moi, je pense que c'est pas vrai. Et puis petit à petit, on s'est dit que le théâtre pouvait véhiculer peut-être pas des solutions, parce qu'on n'a pas de solution pour les gens, on en a pour nous, mais peut-être des idées. Et puis ça s'est développé comme ça, puis ça s'est développé autour d'idées que tu peux peut-être reprendre là-dessus. Ouais, de là, vous allez pouvoir me dire en fait ce que vous faites, du coup. Déjà, l'idée de base, le principe de base. Ah ouais, non. Je prends la suite. Ah bah ouais, mais non, je te demande de prendre la suite simplement parce que Bourgogne, quoi. Cette idée de base du. Non, mais assez rapidement, en fait, moi, je citerai avant tout Oliver Einstein, un addictologue, qui a dit une chose que je trouve merveilleuse et qui a vraiment fait écho en moi quand je l'ai entendu la première fois, et ça remonte à presque 30 ans. Et c'est une phrase que je transmets beaucoup autour de moi, notamment lors de nos interventions. Oliver Einstein a dit ceci: le comportement addictif, c'est la rencontre entre trois facteurs. Une personne, plus une histoire, plus un produit. Donc on a tous une histoire singulière, on est tous constitués de parcours différents. Et en fait, entendre cette phrase m'a permis en fait de très vite saisir que j'avais certainement un problème de comportement addictif. Et ce qui était la base. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, il est difficile d'agir sur quelque chose quand on n'en a pas conscience. J'ai intégré la compagnie d'Alain et effectivement, il m'a proposé la compagnie Acte Théâtre, et qui œuvre vraiment dans de multiples endroits partout en France. Aujourd'hui, l'un de nos publics qu'on rencontre le plus est celui des grandes écoles. Donc on a plus de 80 établissements, mais aussi celui des entreprises. Mais en fait, on va partout parce que le besoin, il est partout. Le besoin premier, mais j'imagine que sur la chaîne, on en parle beaucoup, on intervient depuis 30 ans en disant qu'on est là pour supprimer les tabous et libérer la parole. Ce qui est la base de la guérison.
Parce que tant qu'on n'a pas conscience d'un problème pour soi, il est difficile d'agir dessus. Et c'est ce qu'on appelle le déni. Mais d'autant plus difficile également d'accompagner des gens avec des problèmes tant qu'on ne reconnaît pas qu'ils puissent avoir un problème. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer qu'un papa ou une maman ou un frère, une sœur, un cousin, une cousine, son petit ami, sa petite amie puisse avoir un problème. Et tant qu'on n'accepte pas de franchir ce cap-là, il sera difficile de l'accompagner. Donc quand j'ai intégré la compagnie il y a maintenant 25 ans, Alain m'a demandé de jouer le rôle d'un dealer. Et moi, ça m'amusait, voilà, de jouer le rôle d'un dealer. Et puis moi, depuis toujours, j'ai une pratique du théâtre que j'appelle d'utilité publique. Je veux toujours être dans une pratique qui soit au service des individus et de leurs problématiques qu'ils peuvent rencontrer. La problématique majeure est celle du mal-être, celle de l'injustice. Voilà. Et quand j'ai intégré la compagnie, en fait, j'étais consommateur. Mais un consommateur multiple, cannabis, alcool, c'était vraiment mes produits phares. Mais en fait, j'avais un comportement addictif avec toute chose. Je ne fais rien à moitié, je fais tout à fond ou pas du tout. Et en fait, ça a pris 2-3 années, je crois. Je me trompe peut-être un petit peu je suis abstinent maintenant depuis 16 ans. Donc ça a pris un peu plus de temps que ça, avant que je prenne conscience. Tu veux dire la période où tu fumais des joints en venant faire la prévention avec nous? Absolument. C'est ça l'idée. Oui, non, ça, Avec je confirme. Ouais. La prévention Absolument. en étant encore plus. Je faisais de la prévention en étant défoncé, mais que Ouais. j'assumais. Il y a Johnny Cash, qui est un musicien et un chanteur illustre alcoolique et sous en fête, qui a dit cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Il a dit une personne se connaît vraiment quand elle se confronte à ses comportements addictifs. Et parce que je ne voudrais pas prendre le monopole de la parole, mais juste dire ça, ça peut être un peu choquant ce que je vais dire. C'est pas dans le but de choquer, hein, mais c'est peut-être dans le but de retourner les cerveaux. En fait, moi j'ai pu imaginer que, oh, mon Dieu, quel malheur, je suis addict à ça, je suis addict à ce truc, à ces produits, je ne sais pas comment faire. Quelle chance! Quelle chance! Parce que ça m'a permis d'accomplir quoi? Alors attention, hein, dans mon parcours de malade alcoolique et de polyconsommateur, j'ai été pardon pour les propos, j'ai été un vrai connard, j'ai blessé autour de moi, j'ai fait du mal. La première personne à qui j'en ai fait, c'est à moi-même. J'y suis allé bien, hein. Mais quelle chance! Parce que j'ai arrêté. Je ne savais pas où passer ma thune. Forcément, je ne savais pas où passer mon argent. Mon argent, en fait, je donnais un cours de théâtre, on va dire qu'il était payé 50 € la soirée, mais comme après mon cours de théâtre, bah, forcément on allait au bar pour passer un bon moment d'après-cours. Bon, bah, en fait, je dépensais tout mon argent après, et je travaillais tout le temps, et j'emploie vraiment le terme travail. J'aime bien le rappeler. Étymologie, trépalium, instrument de torture. Je travaillais tous les jours et j'avais jamais d'argent. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où j'ai réussi à arrêter, à maintenir cet arrêt, plus que arrêter, j'ai envie de dire, à découvrir l'autre versant de ma personne, cette personne est merveilleuse. Cette personne est lumineuse. J'étais une personne sombre, avec l'envie de se suicider toutes les 5 minutes, mais la lumière en moi est exponentielle à l'aspect sombre de ma personne. Donc, en fait, j'aime bien cette phrase, j'ai beaucoup de petites phrases à moi, je veux dire, on ne se retrouve jamais, on se rencontre souvent. Et la personne que j'ai rencontrée, à ce moment-là, fait de moi un homme heureux. Parce que je suis heureux avec moi-même et en harmonie. Et c'est surtout, c'est que là où c'était un problème, aujourd'hui, c'est ma source de revenus. Ça, c'est l'aspect pragmatique. Mais c'est surtout, c'est que ça donne du sens à la vie. Parce que là, on va rencontrer 200 personnes à qui, peut-être, par une phrase ou ma présence inspirante,
Oui. humblement, hein, je J'aime le dis, bien ce mot. va peut-être Ouais. retourner le cerveau d'une personne et changer C'est sa ça. trajectoire. Ok. Et en 200 personnes juste- que je vais regarder. Et juste pour conclure, en toute humilité, mon parcours fait qu'il a modifié le parcours d'une multitude de personnes. Complètement. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun regret. Mais pourquoi il n'y a aucun regret? Pour moi, c'est ma définition de la résilience, qui est la découverte de l'amour de soi. Et quand on se découvre tout amour, on ne peut qu'en transmettre. Et quand on transmet tout amour, alors là, la réalité et la vie devient différente. Et après, bah, ça donne du sens à l'existence. Tu sais que t'es forcément. grandiose dans ces Oh moments-là. là 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 Non, là, mais c'est mais, incroyable. Mais après, je veux dire, pour arriver à prendre la suite, parce que tu avais une question sur les activités, ça va être très chaud. Non, mais tu m'as demandé de parler. Mais oui, mais je Oui, vois mais bien. toi, tu vas Mais bien j'en y suis, arriver. non, hein. mais j'en suis ravi. Non, j'en suis ravi, puis je suis un peu habitué au bout de plus de 20 ans. Mais l'idée c'est qu'après, derrière, si tu veux, moi j'avoue que j'ai des considérations très plates, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, à Théâtre, c'est une équipe de comédiens, c'est une équipe de gens qui travaillent sur les tabous. On ne travaille pas que sur le... Pardon? Vous êtes tous ex-addicts Non. dans la troupe? Alors, là où on insiste, c'est déjà le fait qu'on est tous professionnels du spectacle. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas des personnes amateurs qui se sont mises à travailler pour ça. Par contre, on a des gens, on essaie de mettre sur les plateaux en face des populations avec qui on bosse, des gens qui connaissent la problématique sur laquelle ils travaillent de l'intérieur. Autrement dit, quand on travaille sur les addictions, on va bosser avec des anciens buveurs, des anciens polyconsos, etc., etc. Mais on va aussi bosser avec des conjoints, parce que la parole du conjoint, elle est fascinante. On va aussi travailler avec des enfants de... Moi, je sais que quand je suis dans un débat et que je précise que je fais partie de ces enfants qui, à partir de l'âge de 3 ans, avaient besoin de 10 secondes pour savoir si leur père était défoncé suffisamment pour aller se planquer sous une couette, ou pour savoir si tu allais prendre une branlée ou ce genre de truc, ou si tu pouvais manger avec lui. Dans la salle, j'ai des têtes qui font parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est se reconnaître dans ce que nous on peut donner. On travaille aussi sur d'autres tabous, les violences sexistes et sexuelles par exemple. La coordinatrice qui travaille avec nous, qui est une de nos comédiennes, est une personne qui a vécu l'inceste, qui a vécu 10 ans d'amnésie post-traumatique, qui est maintenant une femme d'une 40aine d'années avec 2 enfants qui vit très bien. Le seul truc essentiel à ce niveau-là, il y a son compagnon qui travaille aussi avec nous. Parce que comment tu accompagnes quelqu'un? Moi, je repense à des associations d'aide aussi qui peuvent exister sur les conjoints où il faut un boulot dément. On ne peut pas les oublier, vu comment on les a fait chier, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, si tu veux, on a travaillé sur les tabous liés à l'âge. Moi, je suis parti en tournée avec une compagnie composée de comédiens qui avaient tous plus de 80 ans. On a bouffé des trucs dans les pâtisseries dans toute la France, c'était terrible. On a travaillé sur les tabous liés au handicap. Là, j'ai joué à Normal Sup il y a peu de temps une pièce sur le handicap que j'ai écrite, accompagnée d'une gamine qui est 10, qui a 25 ans, et qui nous dit « je suis dyslexique » et ça va très bien comme ça. Parce qu'il y a aussi ce truc essentiel. Moi, ce que je ne veux pas, c'est présenter un truc larmoyant. Je veux pas. Je suis pas dans la plainte. Ma vie, elle est à ce niveau-là. Et je te rejoins. Je veux dire, je suis hyper content d'être passé par là. Parce que franchement, moi, ça m'a amené en plus le fait de retourner aux études. Là, je suis en fin de carrière. Enfin, je suis en fin de carrière. Je suis en train de calmer un petit peu le jeu. Mais du fait des études, je suis passé d'un jeune gamin élevé dans une cité de l'Est parisien, à Champigny-sur-Marne, avec un père alcoolo et hyper violent, et ce genre de truc. Actuellement, j'ai un cabinet de consultation en Champagne, où je suis subventionné par l'ARS, qui me permet d'avoir des consultations anonymes et gratuites, et donc d'aller consulter, y compris à domicile, pour des gens qui vont pas bien et qui n'ont plus une thune. Mais je suis aussi actuellement l'addictologue du plateau de Saclay, enfin l'addictologue consultant de l'école Polytechnique Paris, où j'ai en consultation en français et en anglais, puisque ça aussi c'est venu, on s'adresse aussi aux internationaux, question de culture. Voilà, je me retrouve à avoir des consultations de ce type-là avec des gens qui sont à la fois des étudiants, mais tiens, bizarrement, je me retrouve aussi avec des salariés, c'est-à-dire qu'en face de moi, des fois, j'ai des profs qui traitent avec des doctorants, et eux, jamais on en parle de ce truc-là, parce que l'élite de la France, paraît-il qu'ils n'ont pas d'addiction. Excuse-moi, mais moi, l'élite de la France, je l'ai avec un grand plaisir tous les jours dans mon cabinet. Tu vois. Donc, si c'était pas passé par là, je ne serais pas ça.
comment veux-tu que je me plaigne, quoi? Je peux pas. Tu voulais enchaîner, vas-y. Voilà. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Parce que là, on est en train d'exposer un petit peu notre parcours et comment on en est arrivé là. Et j'aimerais bien juste dire comment on peut soit se sortir de cette situation ou aller vers la découverte de l'amour de soi. Parce que c'est bien de dire la résilience. Ouais, mais comment j'accède à la résilience? Tout à fait. Donc pour moi, il y a vraiment des outils possibles pour accéder à la résilience. Petite anecdote, on a formé plus de 1000 managers d'Air France pour les entraîner à aborder le sujet alcool ou polyconsommation avec leurs agents. Et le matin, à 8h du matin, formation de 8h, je démarrais la journée en leur disant « je vais vous parler d'amour ». Donc avec des cadres à 5000 balles par mois, en costard cravate. Moi je me rappelle et je leur disais « je vais vous parler d'amour » parce que l'entreprise en manque cruellement. Et plutôt que d'avoir un retour, c'est qui ce guignol là au secours, il y avait tout état qui faisait oui, que ce soit homme et femme. Donc en fait, c'est ne jamais ignorer à quel point l'amour est un outil incroyable. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas des relations amoureuses. Ni d'amour physique, rassure-moi. Non, je parle vraiment de cette notion, de cet outil puissant qui est de s'aimer. S'accepter, ça veut parler d'estime de soi, de confiance en soi. C'est difficile quand on a honte de soi, quand on se trouve moche, quand on se trouve con, quand on se trouve tout ceci, tout cela. C'est difficile d'être dans l'amour de soi, donc d'accéder à la résilience. Moi, pour découvrir cet amour de soi, et je suis passé par une étape. Je ne sais pas si elle est identique à tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est à partir du moment, je fais une digression, on m'a transmis et on m'a élevé avec cette notion que demander de l'aide était honteux. J'en veux pas à mes parents. Mon papa, c'est un papa orphelin. Ma mère, elle vient d'origine très très modeste. Donc on doit toujours s'en sortir tout seul. Et moi, j'étais avec cette idée-là. En revanche, le jour où j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai compris avec humilité, ce qui n'est pas forcément ma plus grande qualité, j'ai compris que je n'y arriverais pas seul et que j'aurais besoin d'aide. Mais de beaucoup d'aide. Et à partir du moment où j'ai demandé de l'aide, j'ai découvert que je m'aimais. Pour moi, c'était le meilleur moyen pour découvrir que j'avais de l'estime de ma personne si j'avais demandé de l'aide. Ça peut sembler un peu paradoxal comme ça, mais c'est un réel outil. Si vous demandez de l'aide pour vous, parce que vous avez un problème de consommation, vous allez voir tous les effets bénéfiques que ça produira en vous. Je ne parle même pas de l'arrêt ou du maintien. Et l'autre chose, si vous souffrez, pas de vos comportements addictifs, mais si vous souffrez des comportements addictifs de votre entourage, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Pas pour eux, pour vous, parce que vous souffrez. Et quand vous arrivez et vous accédez à demander de l'aide, vous avez effectué un grand parcours et ça vient vous révéler à quel point, waouh, vous êtes déjà beaucoup plus en phase et en harmonie avec vous. Et à partir de là, s'enclenche une autre démarche. Moi, j'aurais pu passer ma vie, en fait, à me maudire, à me trouver tout un tas de choses pas sympathiques. Et j'ai pris l'option, en fait, de me pardonner. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on se pardonne à soi, pardonner aux autres, si jamais il y a eu des torts, va beaucoup plus vite. Et là, ce que je dis, c'est pas religieux ou quoi que ce soit, c'est mon parcours. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça rejoint pas mal aussi de techniques préconisées à la fois par les gens en thérapie cognitive comportementale sur l'estime de soi, mais aussi par certains mouvements sur le pardon, les excuses et ce genre de trucs. Enfin, il y a vraiment plein de... Et après, pour conclure ma petite partie, là je m'adresse en fait à une petite catégorie de la population, parce qu'on dit qu'on correspond à 2,5%. Je l'ai découvert qu'à l'âge de 37 ans, je l'ai découvert sur le tard, que j'étais en fait un adulte surdoué. Je n'aime pas le terme, mais bon, j'emploie ce terme-là qui est plus connu. HPI.
Voilà, moi, j'aime pas ces termes. Moi, Les je vous appelle, dénominations je vous changent. appelle autrement, je vous appelle les hémisphères droits ou les X-Men. Vous avez Enfin, bon, voilà. Ouais. Bon, mais j'ai découvert ça. Donc là, je m'adresse à ces personnes qui en ont marre d'avoir, pardonnez-moi l'expression, mais je la trouve assez juste, des cyclistes dans leur tête qui sont toujours en train de jouer du vélo et qui n'arrivent pas à dormir. Et moi, en fait, je l'ignorais. Je l'ai découvert tardivement. Quand on le découvre, plus tôt on le découvre, mieux c'est pour son épanouissement. Et je suis le papa d'enfants qui sont comme moi et eux n'ont pas de problème d'estime de leur personne, ne pensent pas être folles et ils vont bien. Mais leur cycliste, il joue toujours dans leur tête. Moi, en fait, comme j'ignorais mon fonctionnement cognitif, je me défonçais pour que ça arrête de tourner. À partir du moment où j'ai arrêté de me défoncer, je me suis dit, tu te rends compte de la chance que tu as? Ça tourne tout le temps, mais ce flux de pensée, en fait, on peut le gérer. On peut s'appuyer dessus. En fait, tout ce qui nous apparaît comme une fragilité peut être une force. Non, je pense que tout ce qui peut nous apparaître, enfin, je veux dire, je pense que là, ce que tu es en train de dire, c'est aussi que le rétablissement, ça passe non pas par ressembler à un autre modèle, ce coup-ci à un modèle d'abstinence, etc., mais avoir une suffisante connaissance de soi, une suffisante acceptation de soi, pour se dire que oui, je suis avec ce fonctionnement-là et je vais fonctionner avec ce truc-là, en enlevant les trucs qui sont les plus gênants, mais en acceptant que je suis de cette façon-là. Donc c'est ce qu'on essaye de... Je viens d'écrire un roman. Et ça, tu nous partages. Ouais, c'est mon premier roman. J'ai écrit des pièces de théâtre, mais là c'est la première fois que j'écris un roman. Je suis sorti de l'école en troisième, hein, parce que j'ai été victime de harcèlement, c'était l'enfer pour moi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas fait d'études supérieures ou quoi. Mais bon, voilà, j'ai écrit un roman. Pour écrire ce roman, je me suis dit, ok, tu vas te mettre dans un comportement addictif. Tu vas être addict à l'écriture. Parce que, me connaissant, je sais que j'ai un comportement addictif. En revanche, un comportement addictif n'est pas forcément là pour faire que nous mettre en danger, hein, si on arrive à le diriger. Complètement. Et ce que je veux dire par là, c'est j'ai eu un comportement addictif au sport. Mais en revanche, les genoux, à un moment, ils disent arrête quoi. L'écriture, c'est pas la même. Ça veut dire que là, c'était au service de quelque chose. J'aurais pu passer 2 ans à jouer à la PlayStation. Hein. Non, mais. Ouais, tout à fait. Sauf que là, il en est quelque chose. Et au bout de ce parcours, il y a quand même un sentiment d'amour, d'autant plus, parce qu'une fois qu'on l'a écrit, au-delà de savoir si ce sera publié ou pas, vu que c'est très subversif, mais je me dis, waouh, j'ai accompli ce parcours-là. Et je sais que mon fonctionnement, je ne suis pas allé à l'encontre de mon fonctionnement. J'y suis allé, mais en sachant que c'était pour une issue qui est heureuse. C'est, je pense, un des points communs avec tous les gens qui travaillent avec nous. Parce que ce qu'on a vécu d'une manière ou d'une autre, que ce soit les abus, que ce soit la douleur, que ce soit les machins, pour chacun de nous, on est en train d'en témoigner sans être, encore une fois, dans le pathos, parce que c'est pas le but. On est juste en train de dire, voilà, ça a fait de nous des gens qui ont un fonctionnement, voilà, qui est le nôtre, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus passer dans la version 2.0 de moi-même, c'est-à-dire le monstre, hein, celui qu'on me définissait comme, je vois mon ex qui me disait, je me suis mis en couple avec un mec et j'en vais rentrer un autre. Je veux plus être ce personnage-là, je l'écarte, je m'entraîne, je participe des expériences des autres pour ça. Mais maintenant, j'ai pas que des défauts en tant que ça, et à ce niveau-là, à quoi cette énergie mortifère dont tu parlais tout à l'heure peut me servir pour grandir? Et là, on s'aperçoit que en quelques années, ça fait 30 ans que la compagnie existe. Sur les 30 ans en question, on est passé d'une petite compagnie qui donnait des cours pour enfants à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. On est passé à quelque chose qui tourne, là cette année, on a fait 180 interventions entre le mois d'août et le mois de novembre, dans toutes les plus grandes écoles de France. Mais aussi, moi je vois cette semaine, tu vois, je vais prendre un truc très bête. Cette semaine, hier, j'ai fait la formation des barman à l'ESSEC, les étudiants qui vont gérer les week-ends d'intégration en septembre. Je les ai vus hier, on a fait des simulations, encore une fois le théâtre. On a joué comment je gère un mec violent, comment je gère un mec bourré, mais aussi comment je gère l'entretien du lendemain avec. Comment je gère si c'est un membre de mon équipe qui se met à... Bon.
On a fait ça hier. Aujourd'hui, on va rencontrer les jeunes des arts et métiers à la demande des étudiants. C'est pas l'école Ouais, qui nous c'est fait bien. venir. C'est les deuxièmes années qui nous font venir parce que là, ils ont aussi un séjour qui s'est plus ou moins bien passé, que le mois d'intégration, Ah. bah, c'était plutôt compliqué. Donc aujourd'hui, on va y aller sur la levée de tabou. Et enfin, on va se retrouver avec, là demain, je suis à Normal Sup, où là, cette fois-ci, on reprend la formation avec des gens qui sont des assos de sport, qui organisent des événements, des trucs énormes, et les gestionnaires de la cafétéria, qui est un des bars les plus ouverts de France, à l'intérieur de Normal Sup. Tu vois ce que je veux dire? Ok, en tout cas... Pardon, mais... Voilà, Non, mais c'est vas-y. Parce que dans une heure, c'est le propos Voilà, que je vous n'allez tiendrai plus avoir le temps de vous concentrer là. Non, mais c'est On vous le écouterait propos- pendant des heures et c'est des le heures. propos que je tiendrai auprès de centaines d'étudiants. Je leur exprime que j'ai arrêté les produits et je leur pose tout de suite la question, comment j'ai fait pour prendre la décision d'arrêter? Et en fait, c'est pour les emmener à prendre conscience que si j'ai pris cette décision, c'est grâce aux autres et grâce à la parole des autres. Parce que si on ne m'avait pas dit que j'avais un problème, je m'en serais jamais rendu compte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je leur dis à ces étudiants, je remercie toutes les personnes qui ont osé m'en parler. Et donc, je le dis là à la caméra, si jamais vous vous adressez à quelqu'un parce que vous vous inquiétez pour lui, il n'y a peut-être pas de problème, mais si vous vous inquiétez pour lui, faites-lui part de votre inquiétude. Exprimez-vous à la première personne du singulier, pour ne pas blesser l'autre, mais dites-lui que vous vous inquiétez pour lui. Et peut-être que sur le moment, il va vous dégager, peut-être même qu'il vous dégagera toute sa vie. Mais en revanche, vous serez en accord avec votre conscience. Et parfois, les enjeux sont beaucoup plus vastes qu'on imagine, et c'est au service de l'autre. Voilà, complètement. Alors, ça. du coup, on va pouvoir s'arrêter là, franchement. Vous avez tout dit et le message est hyper clair, hyper intéressant et je pense que ça va vraiment parler à tout le monde. Alors les zappeurs, les zappets, j'en suis carrément émue là, vraiment. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé et puis on peut vous suivre sur les réseaux. Oui, alors il y a un site, le plus simple c'est si on veut déjà aller voir ce qu'on fait, c'est d'aller voir sur un site qui s'appelle, on pourra le mettre peut-être en incrustation, acteatrelemiroirargent.com, qui est le site qui regroupe toutes les activités de la compagnie et de l'association à ce niveau-là, qui permet de suivre, en n'oubliant pas qu'on peut aussi nous retrouver dans des tas de trucs, parce qu'on écrit, parce que certains d'entre nous font de la musique, chantent, sont dans des comédies musicales, etc. On ne l'a pas cité, on peut aussi le mettre en... Je pense qu'on le mettra. On a en ce moment des activités avec plein de compagnies théâtrales qui jouent à droite à gauche, etc. Parce qu'on n'est pas coupé, on n'est pas en permanence immergé. Et d'où aussi le fait de se rencontrer avec Zap aujourd'hui. Parce que le but du jeu, c'est, ok, on se rencontre, on a des choses à se dire et on le sent. À partir de là, qu'est-ce qu'on met en place comme partenariat? Parce que simplement, l'abstinence, c'est pas juste se regarder dans les yeux et se raconter ses malheurs, c'est se demander comment Zap et nous, à partir du moment où on se connaît, on va pouvoir avancer ensemble. C'est ça, moi, l'idée. Voilà, passer le message, communiquer au maximum. Et merci infiniment à tous les deux.